Ok, l'homme que vous voyez sur cette vidéo, c'est Jonathan Davis, le leader d'un groupe qui s'appelle Korn. Cette vidéo est issue du clip de la toute première musique du groupe, Blind, sorti en 1994, dans laquelle ses premiers mots sont « Êtes-vous prêts ?» Et il a raison de poser cette question, car clairement, personne n'était prêt. On est en 1994 donc, et Korn s'apprête à changer le monde de la musique à tout jamais. Mais laissez-moi vous donner d'abord un peu de contexte. On est au début des années 90 et il se passe deux choses importantes dans le monde de la musique. D'une part, on assiste à la chute du air metal. Ce genre est une branche du métal qui a dominé une partie des années 80 avec des groupes comme Motley Crue ou Poison. C'était clairement un style mainstream. Le truc, c'est que dans le courant dominant, le air metal se voit remplacé à cette époque. Remplacé par la musique grunge, Nirvana en tête d'affiche évidemment, et par le rock alternatif. Le métal, quant à lui, voit un autre courant naître, le courant thrash metal, avec des légendes comme Metallica ou Megadeth. Ces deux groupes seront quasiment les deux seuls à connaître un large succès mainstream à cette époque, car globalement, le thrash metal n'atteindra pas le cœur du grand public et le métal quittera le courant dominant. D'autre part, il y a le hip-hop. À ce moment, le rap entre dans l'ère de la new school. Le style n'est pas mainstream du tout, mais il se développe bien et voit notamment deux branches se distinguer en son sein. Le rap conscient, avec des artistes comme Public Enemy, et le rap gangsta, avec NWA ou encore Ice-T. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire que ces deux informations n'ont aucun rapport. Et vous avez raison, ces deux informations n'ont aucun rapport. À l'époque, la communauté qui écoute du métal est vraiment différente de celle qui écoute du hip-hop. Les artistes qui font du hip-hop sont vraiment différents de ceux qui font du métal. Bref, ça n'a pas de rapport. Jusqu'à ce que Korn débarque et amène avec eux un tout nouveau style de musique, le nu metal. Pour faire simple, le nu metal, c'est un sous-genre de métal alternatif qui mixe des éléments issus de la musique heavy metal avec des éléments de plein de styles musicaux différents, dont le hip-hop. C'est assez novateur pour l'époque et la nouveauté ne va pas plaire à tout le monde. Le style va être lynché publiquement, que ce soit par les auditeurs de métal, par les auditeurs de hip-hop et évidemment par les médias, avec par exemple NME qui va sortir un article intitulé « 10 raisons pour lesquelles le nu metal est le pire genre de tous les temps ». Pourtant, ce style va envahir le monde entier entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Ça va être un raz-de-marée phénoménal, c'était partout. Et puis, au début des années 2000, le nu metal va mourir. Bon, alors il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est quoi précisément ce style musical? Comment est-il né? Qu'est-ce qu'il a réellement changé dans le monde de la musique? Et surtout, est-ce qu'il est vraiment mort aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bienvenue dans l'histoire du nu metal. À l'époque, beaucoup avaient l'impression que le nu metal sortait de nulle part. Mais en réalité, avec le recul, quelques signes précurseurs ont annoncé l'arrivée de ce genre. Les premières traces commencent probablement avec Run DMC, un groupe de hip-hop qui a featé avec Aerosmith, un groupe de rock, sur la chanson Walk This Way en 1986. Walk This Way, c'était à la base une musique originale d'Aerosmith, sortie en 77, mais alors que la carrière du groupe s'essoufflait un peu, ils ont décidé de tenter quelque chose de nouveau en interprétant cette musique avec Run DMC, qui pour le coup marchait très bien dans le rap. C'est une première collaboration qui bouscule déjà le monde de la musique, simplement parce que ça montre aux artistes et au public que, bah ouais, c'est possible de mélanger le rock et le rap. Il y a un troisième personnage important dans l'histoire de cette reprise, c'est Rick Rubin, le producteur à l'origine de l'idée. Rick Rubin, il sera très précurseur sur le sujet de la fusion entre le rock et le hip-hop, à tel point qu'il est parfois surnommé le père du rock-rap. Et justement, cette fusion, elle connaît vraiment son premier moment charnière en 86, puisque cette même année, un autre album va ajouter sa pierre à l'édifice, c'est License to Ill des Beastie Boys, un groupe de rap. Cet album, il est novateur pour deux raisons. Déjà, il y a un solo de guitare, écrit et joué par un des guitaristes de Slayer, Kerry King,
Et ensuite, l'album sample ou interpole des musiques de métal, Led Zeppelin, Black Sabbath et même AC/DC. Bref, c'est assez révolutionnaire, je vous rappelle qu'on est en 1986. S'ensuivent des projets comme ceux de Pantera ou encore d'Helmet qui vont fortement influencer le futur new metal, style qui n'existe pas encore, mais les choses prennent encore une autre ampleur en 1990. C'est l'année de la sortie du single Epic du groupe Faith No More, un single mélangeant rap et heavy metal qui sera un énorme succès pour l'époque, notamment grâce à sa diffusion massive sur MTV. L'année suivante, les choses s'accélèrent encore un peu avec un featuring entre Anthrax, un groupe de thrash metal, et Public Enemy, un groupe de rap conscient aux paroles extrêmement politiques et dures. La collaboration s'appelle Bring the Noise et elle va faire du bruit, justement. Je le rappelle, mais on est à une époque où Internet n'est pas du tout démocratisé, n'existe même pas pour la plupart des foyers, et on est aussi à une époque où la démarcation entre les styles musicaux est assez nette, tout comme la démarcation entre les communautés de ces différents styles musicaux. Alors, quand des groupes arrivent et font des mélanges, ça provoque des réactions parfois assez hardcore de la part des fans des deux côtés, mais, et c'est ce mais qui est important, il y a aussi un boulevard. Musicalement, il y a des gens qui sont en recherche pile de cette sonorité et qui la trouvent assez peu ailleurs. Les groupes qui s'engouffrent dedans se mettent peut-être à dos les fans les plus attachés à leurs styles musicaux initiaux, mais ils s'ouvrent à un autre public qui n'était pas servi, entre guillemets, jusqu'ici. C'est un boulevard dans lequel va par exemple s'engouffrer Rage Against the Machine. Bref, on est en 1991 et on commence à voir le paysage changer. Les musiciens comprennent qu'ils peuvent pousser la fusion encore plus loin et que, mieux encore, il y a un public pour ça. Donc le paysage se modifie, ok, mais c'est absolument rien par rapport à ce que Korn va changer. Alors, avant d'entrer dans l'ascension du groupe le plus influent du style, je voudrais mentionner la formation Cold Chamber, formée aussi en 93 et aussi considérée comme pionnier du new metal. Mais ils n'ont pas la même résonance aujourd'hui que Korn, et même à l'époque, le changement dans l'industrie de la musique et dans la culture en général a été beaucoup plus influencé par Korn que par Cold Chamber, même si je ne nie pas du tout leur influence. Bref, on va parler de Korn, et surtout de pourquoi ils sont considérés comme ayant forgé le style. En fait, la réponse à ça, elle est assez simple. Ils sont arrivés avec une combinaison d'éléments totalement nouvelle. Déjà, musicalement, Korn a popularisé la guitare 7 cordes, devenue traditionnelle dans le new metal. Il y a assez peu de solos dans leur musique, et aussi les structures des chansons sont assez proches de la pop, contrairement à des morceaux de thrash metal par exemple, qui peuvent parfois durer plus de 7 minutes avec des structures complexes, plusieurs parties purement instrumentales. Dans le new metal et dans la musique de Korn, on ne retrouve pas du tout ça. La voix de Jonathan Davis et surtout son interprétation de ses textes sont extrêmement reconnaissables. Il arrive à véhiculer des émotions très fortes avec sa voix. Et j'ai presque envie de dire heureusement, car côté lyrics, Korn arrive avec des thèmes très sombres. L'une de leurs chansons les plus connues pour ça étant Daddy, où le chanteur raconte avoir parlé à ses parents des violences sexuelles qu'il subissait sans que ceux-ci ne le croient. Ces thèmes sombres et personnels avaient déjà été popularisés par le grunge, mais là, on passe encore à un autre niveau de profondeur. Et enfin, dernier élément de la combinaison, le style vestimentaire. C'est une partie assez importante de la culture new metal qui va permettre aux membres de se reconnaître entre eux et au reste du monde de se moquer d'eux. Ce style vestimentaire est notamment composé de pièces Adidas, marque qui s'est vue associée de force avec le style, notamment à travers ce genre de veste. Le style passe aussi par des baggy assez larges avec des chaînes sur les poches et parfois des piercings, notamment au niveau de l'arcade sourcilière. Bref, Korn casse
tous les codes en place, et si Korn, leur premier album éponyme, est un succès, c'est surtout Life is Peachy, le deuxième album du groupe sorti en 96, et Follow the Leader, le troisième album sorti en 98, qui vont les propulser aussi haut et qui vont faire exploser le new metal dans le monde entier. Parce qu'en fait, à partir du moment où ça va exploser pour Korn, il va y avoir des copieurs. Et aussi énormément de mauvais copieurs. Ça amènera justement Korn à nommer leur troisième album Follow the Leader et à tester des nouvelles sonorités. Dans une interview pour le Guardian, Munky, l'un des guitaristes du groupe, a déclaré « C'est à ce moment-là que nous avons fait prendre à Follow the Leader une direction un peu différente. Du genre, essayons d'expérimenter et d'élargir un peu notre voix. C'est ainsi qu'est né le titre de l'album, une façon sarcastique de dire « Nous savons que vous nous suivez tous, mais vous ne savez pas ce que nous allons faire. » Et c'est l'une des particularités de Korn. Ils n'ont jamais vraiment cessé d'explorer de nouvelles sonorités, d'expérimenter différentes choses, quitte à parfois perdre un peu leur fanbase initiale. Des groupes de new metal vont apparaître de partout à cette époque et vont aussi créer différentes catégories au sein du style. Il est difficile de comparer Slipknot à Korn et pourtant les deux groupes ont tous les deux l'étiquette new metal. Ce qui m'arrange. Pour la miniature, je ne vais pas vous mentir. Parmi tous ces groupes, on peut citer Deftones, Drowning Pools, que les plus jeunes d'entre vous connaissent sûrement à travers un mème, Papa Roach, System of a Down et un peu plus tard Linkin Park évidemment, et aussi des groupes comme Mushroom Head ou Limp Bizkit, des groupes qui font partie des moins aimés, des plus détestés même. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette fusion, elle ne plaît pas à tout le monde. On retrouve évidemment les critiques traditionnelles, le style serait trop commercial, critiques venant la plupart du temps de certains fans de métal. Ce reproche-là vient d'une part du fait que le style est mainstream et d'autre part qu'il s'éloigne des codes du métal et se rapproche presque trop de la pop. Et ça, une partie des fans de métal, ils aiment pas. A noter que cette même fanbase, qui ne représente bien évidemment pas tous les fans de métal, est assez fermée au changement de manière générale et ne validait déjà pas le air metal. Une autre critique émise envers le style, c'est aussi le fait que ce soit de la musique pour les adolescents. Et c'est vrai que beaucoup d'adolescents écoutent du new metal, c'est un peu un signe de rébellion envers leurs parents et surtout une manière d'exprimer les angoisses qu'ils peuvent ressentir. Les thématiques abordées correspondent à l'état d'esprit des adolescents et adolescentes à ce moment, mais du coup les jeunes adultes et les adultes sont parfois un peu moins la cible. Conflit entre les générations, classique, on va pas revenir dessus. Cependant, il y a une critique qui revient de temps en temps sur laquelle on peut rapidement s'arrêter. C'est le fait que le new metal a été une vague tellement forte et ça a tellement marché vite qu'énormément de groupes sont apparus et en ont profité. Et parmi eux, un nombre non négligeable de groupes étaient considérés comme de mauvaises copies de ce qui se faisait déjà. Alors, le phénomène arrive dans tous les styles qui fonctionnent, mais ça a été particulièrement le cas dans le new metal et ça a fini par entacher l'image du genre tout entier. Mais bref, vous avez une idée des principaux représentants du new metal qui sont venus après Korn et de l'image qu'a pu avoir le style dans ces années-là, mais vous le savez, une musique écoutée et propulsée par les adolescents, ça ne dure pas éternellement. Et c'est pourquoi, en 2003, le style va disparaître, laissant d'ailleurs justement place à l'emo. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et c'est à peu près la même chose qui va se produire, la même haine, mais en plus grave et sur un fond un peu plus politique. Mais l'histoire du new metal ne s'arrête pas là. Ceux qui suivent la chaîne savent ce qui va suivre, tout est cyclique. Mais attendez, parce que cette fois, il y a une conclusion un petit peu différente. Le new metal est de retour! C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux articles, y compris un article du New York Times, rien que ça. Les signaux s'accumulent. Mike Shinoda de Linkin Park a déclaré que le genre recevait un nouveau souffle grâce à la musique moderne. On retrouve des artistes se jouant des codes du new metal, Lil Uzi Vert, Trippie Redd et dans une certaine mesure Bring Me the Horizon, ou même des artistes comme Andre Giggs. Papa Roach a réédité son album et System of a Down est parti en tournée dans les stades avec Korn. Cette résurrection, elle part pas mal de la génération Z et de TikTok, où il y a une vraie communauté qui apprend à connaître et à aimer cette culture, notamment Deftones et Korn, qui connaissent un vrai succès sur la plateforme.
On voit aussi le style vestimentaire réapparaître, notamment avec Billie Eilish, et ce genre de style vestimentaire dit new metal est parfois une porte d'entrée par laquelle passent les adolescents pour découvrir la musique et plus globalement la culture new metal dans sa globalité. Bon, si on met de côté ce fameux cycle qui revient tout le temps et qui amène les modes à percer des années plus tard au sein de nouvelles générations, il y a quand même deux autres conclusions que je trouve assez intéressantes quand on regarde le retour du new metal. La première conclusion, elle vient de l'article du New York Times. Cet article, il a entre autres suivi un père de famille de 39 ans, habitant Jacksonville, qui était un grand fan de Deftones durant son adolescence. Aujourd'hui, il est papa d'une fille de 15 ans et il a découvert que sa fille connaissait, mais surtout appréciait, Deftones. L'article se termine avec un passage que je vais vous lire tel quel car il se suffit à lui-même. Monsieur Burden, donc le père de famille, a déclaré qu'après avoir découvert que sa fille aimait Deftones, il lui a montré davantage la discographie du groupe, en particulier l'album White Pony qu'il aimait lorsqu'il était adolescent. Et en mai 2022, il s'est même retrouvé devant une scène dont il rêvait depuis plus de 20 ans. Crier, headbanger et se débattre lors d'un concert de Deftones aux côtés de centaines de fans en sueur, il n'aurait tout simplement jamais imaginé qu'il se tiendrait aussi à côté de sa fille. L'histoire nous montre que l'on n'apprend pas de nos erreurs et évidemment, il y a encore une opposition aujourd'hui entre la jeunesse et les générations précédentes. Mais si le retour de certaines modes, notamment dans la musique, réussit à créer un lien entre les générations, à simplement leur faire se parler, à ne plus créer un fossé mais bien à les unir, alors peut-être que le cycle a quelque part du bon. Et la seconde conclusion, elle est un peu plus personnelle. Le new metal, tout comme l'emo et d'autres styles musicaux, ont souvent réussi à unir des adolescents et des adolescentes qui ne trouvaient pas leur place ailleurs, qui ont réussi, grâce à cette musique qu'ils aimaient profondément, à trouver parfois du réconfort, parfois des amis, parfois un groupe d'amis. Et souvent, malgré ça, ils étaient jugés sur leur goût et sur leurs apparences, ce qui a poussé certains et certaines à ne pas les assumer du tout publiquement. Et si vous croyez que le fait de ne pas assumer ses goûts à cause du regard des autres, c'est quelque chose qui disparaît en grandissant, eh bien, je ne pense pas. Et j'ai vu des gens assez malheureux tenter de cacher leurs préférences, essayant de cacher au reste du monde leur véritable identité par peur d'un jugement trop dur sur ce qu'ils sont vraiment. Mais le new metal nous apprend ou nous rappelle ici une chose. Le regard des autres, il change. Un groupe comme Korn ou même Linkin Park s'est fait lyncher à l'époque. Les fans étaient mal vus, c'était parfois une honte dans certaines communautés de les écouter. Alors, mes propos sont peut-être un peu confus, mais au final, c'est très simple. Quoi que vous fassiez, le regard des autres sera là. Et en plus, il évoluera, avec des facteurs que vous ne maîtrisez pas. Alors, avoir le courage d'assumer qui on est, c'est sûrement bien plus sain sur le long terme. Je n'ai aucun conseil ni aucune leçon à vous donner, mais s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vous acceptez profondément et peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même. Et si vous aimez les baggy avec des chaînes aux poches, les vestes Adidas et les chanteurs qui chuchotent et crient dans le même morceau, il n'y a vraiment pas à vous en cacher. Merci de m'avoir écouté, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.